Salut, moi c'est Rose. Vous écoutez un épisode de Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Dans cet épisode, chers auditorices, vous entendrez la suite de ma discussion avec Caroline Dubois, fondatrice du refuge Groing-Groing. Dans la première partie, Caroline nous a raconté son cheminement vers le véganisme et la genèse du refuge. On va maintenant aborder les contraintes liées au bien-être d'espèces génétiquement sélectionnées pour l'élevage, car elles ne sont pas destinées à vivre plus longtemps que quelques semaines ou quelques mois. Mais pour commencer, on parle d'équitation. Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti. Donc vous faisiez beaucoup d'équitation ? Ah bah c'était ma vie en fait. Donc j'avais un boulot dans un bureau qui était totalement alimentaire pour pouvoir monter à cheval le midi et faire de la compète le week-end. D'accord. Et ça depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Je ne parlais que cheval, je ne vivais que cheval, j'étais tout le temps dans les chevaux, mais pas pour les bonnes raisons. C'était pas l'animal. Alors souvent on va vous dire si c'est l'animal, mais Pas dans votre cas. Non. Par extension, pas dans le cas de beaucoup de cavaliers. Et je sais que les cavaliers vont me fustiger là, mais dans votre tête, vous savez les gars, vous savez ce que vous faites. On sait tous ce qu'on fait quand on monte à cheval. On ne veut pas le voir, hein, mais voilà. Donc, alors évidemment, il y a plein de cavaliers qui ne vont pas maltraiter de façon volontaire les chevaux, mais rien que de monter à cheval en région parisienne est une maltraitance pure, parce que la détention des chevaux en région parisienne par le manque de place fait que les chevaux sont enfermés 24 heures sur 24 dans un box de 10 mètres carrés. Donc c'est comme si on enfermait un chihuahua ou un chien dans une boîte de transport toute la journée et qu'il n'est que 1 heure de détente par jour quand quelqu'un lui monte dessus pour lui faire des trucs dont il n'a pas spécialement envie d'aller faire. Donc je sais, hein, encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part, je l'ai fait pendant 30 ans. C'est-à-dire que le système est complètement pas corrompu, mais marche sur la tête. C'est-à-dire que pour pouvoir monter à cheval correctement et plus trop faire mal au cheval en montant dessus, il faut prendre des cours et pendant des années. Et pendant des années, on monte sur des chevaux dans des écoles, dans des centres équestres, sur des chevaux de club, ça s'appelle comme ça, où les chevaux sortent que le mercredi, le samedi et le dimanche. Le reste, ils sont enfermés dans leur petite boîte, là. Par contre, le mercredi, le samedi et le dimanche, ils bossent 8 heures par jour. Oui, voilà. bien sûr. Et puis, ces chevaux subissent des coups dans la bouche de tous les débutants du monde, et c'est pas de la faute des gens, c'est juste que faut apprendre, quoi. Faut être indépendant, subissent l'apprentissage des gens qui mettent des éperons au départ, les éperons ça peut blesser, ça blesse, c'est fait pour, hein. C'est quand même une tige de métal qui rentre dans le flanc d'un cheval, donc on va vous dire mais c'est juste subtil, etc. Mais c'est subtil pourquoi ? Parce que le cheval en a peur, parce que voilà, en fait ce qu'il veut pas c'est qu'on finisse par mettre l'éperon dans le bidon, et donc dès qu'il sent l'éperon il va réagir pour pas que ça aille plus loin. Mais en fait, tout n'est que contrainte. Donc, j'ai un vrai problème avec la fameuse complicité cheval-humain qui est vendue par tous les gens qui montent à cheval, que vous m'auriez interrogé il y a 25 ans ou 30 ans, je vous aurais dit, mais si, il y a la complicité, bien sûr. Mais c'est pas de la complicité, c'est de la domination, quoi. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un cheval dans un pré partir en épaulant dedans. Pour les gens qui montent à cheval, vont me comprendre. Partir quoi ? En épaulant dedans. C'est un exercice qu'on leur fait faire quand on fait du dressage. C'est des exercices, des figures imposées, un peu comme sur un patineur artistique, on leur fait faire des figures imposées. On fait ça aux chevaux, en fait. Y a des compétitions qui se basent là-dessus. Aucun cheval ne fait ça. Quand un cheval est dans un pré, il pose la tête en bas, mange de l'herbe et des fois part au galop pour se faire un petit plaisir. C'est à peu près, et encore, c'est 10 minutes dans la journée. Hein. Le reste du temps, il broute de l'herbe. Il vit avec ses potes et voilà. Donc l'équitation, c'est compliqué parce que ça a une bonne image. Ça a l'image de gens qui aiment les animaux. Je suis sûre que les gens qui disent qu'ils aiment les chevaux, qui montent à cheval, pensent vraiment qu'ils les aiment et qu'il y a un truc à faire, le distinguo, c'est l'amour n'est pas une excuse. En fait, il y a plein de formes d'amour qui sont complètement corrélées à de la maltraitance. Les gens qui frappent leurs femmes aiment leurs femmes, ils en sont persuadés et certainement qu'ils les aiment. Voilà. On ne demande pas l'avis du cheval, en fait. On lui impose des choses. Alors évidemment, vous avez des gens qui vont vous dire « Mon cheval adore sauter des obstacles ». Et c'est vrai. Quand vous montez à cheval, il y a des fois où vous êtes à cheval et que vous allez sauter des obstacles. Vous voyez que le cheval, il va par lui-même.
Parce qu'en fait, il faut bien qu'il s'amuse comme il peut. Et il y a des chevaux qui n'aiment pas ça, qui vont essayer de s'arrêter ou dérober et ne pas vouloir aller sauter. Et il y a des chevaux qui vraiment ont le goût pour ça parce que je pense que ça les amuse. Mais ça les amuse comme ça les amuserait dans un champ pour sauter une fois un arbre, pas tous les week-ends. Donc après, quand on fait de la compète, ça veut dire aussi que les chevaux sont sur la route. Dans des camions, pendant des heures, et que sur les terrains de concours, ils sont attachés aux camions, avec du bruit, des gens, pendant des heures. Voilà. Alors moi, je suis maintenant un peu âgée, j'ai 50 ans, donc les méthodes de maintenant, il y a quand même eu du mieux dans l'équitation, avec des approches un peu éthologiques. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que... Alors, il y a des gens qui montent sans mort avec des litholes éthologiques. On croit que c'est sympa, mais en fait, les litholes éthologiques, ils appuient sur des points qui sont sur la face des chevaux, qui sont très sensibles. Donc, en fait, il n'y a plus de mort dans la bouche, mais enfin, il y a quand même une contrainte. Enfin, de toute façon, pour moi, il n'y a pas d'équitation sans contrainte, quoi. Il y a des gens qui montent à cru aussi. Qu'est-ce que ça change ? Ouais, juste, on ne met pas une selle, mais en fait, c'est les mêmes contraintes. Je pouvais monter à cru aussi. Il n'y a pas de selle et il n'y a pas de mort. Enfin, alors, à cru, c'est juste sans selle. Mais il y a des gens qui montent sans mort. Oui. Et donc, en fait, ces gens qui montent sans mort, ils peuvent même monter sans rien. On voit rien, sauf qu'ils ont une ficelle autour du cou du cheval. Je ne sais pas si vous avez jamais vu. Non. Ok. On ne peut pas servir de la crinière, entre guillemets. Mais vous pouvez tout... En fait, quand on monte à cheval, vous pouvez servir du poids du corps. Il n'y a pas besoin d'autre chose que du poids du corps. Alors, quand il est bien dressé, un terme que j'adore, vous pouvez arrêter un cheval sans mort et juste avec votre poids du corps, en fait. En fait, tout ça, c'est une balance de contraintes. Alors, on n'appelle pas ça comme ça, hein, théoriquement. Hein. Donc, c'est l'utilisation des aides, donc les mains, les pieds, le poids du corps, les fesses, les mollets. Et donc, quand ils sont vraiment dressés, vous pouvez, et vraiment le terme est là, du coup, approprié, vous pouvez, parce que pas le choix. Vous pouvez les arrêter avec votre poids du corps. Vous pouvez les faire partir au galop sans que vous voyiez rien du tout. Je peux démarrer, arrêter au galop sans que vous voyiez quoi que ce soit qui bouge chez moi. Et donc, on y croit à cette complicité. Mais c'est juste du conditionnement. C'est parce qu'au départ, il y a eu contraintes physiques et puis ensuite, les contraintes physiques, elles se sont diminuées progressivement. C'est pour ça qu'on appelle au départ, quand on a un bébé cheval, un poulain, et qu'on veut en faire un cheval de selle, on appelle ça le débourrage. Ouais. Et pendant le débourrage, c'est là où vous apprenez les codes au cheval. Donc, en fait, vous lui apprenez que s'il n'avance pas, qu'il va falloir qu'il avance. Parce que si vous serrez vos mollets, il doit avoir ce mouvement en avant. S'il l'a pas naturellement, vous prenez une cravache et voilà. Et comme c'est un animal de fuite, il va réagir à une douleur ou à une peur en prenant la fuite. Et donc là, vous récompensez ce geste. Ce qui fait que la prochaine fois, quand vous allez serrer vos mollets, il va se souvenir, alors ça prend moins de temps en fonction du cheval, voilà, il va se souvenir que voilà, quand il veut vous tourner à droite avec un poulain, par exemple, vous n'avez pas juste un léger petit doigt qui va serrer un petit peu plus la rêne, mettre plus de pression sur votre rêne. Non, vous allez prendre votre main et vous allez l'écarter à 1 mètre de votre corps vers la droite, ce qui va tourner physiquement la tête du cheval vers la droite pour qu'il aille à droite. Et donc ensuite, vous allez faire ce geste plusieurs fois, répéter tous les jours, et vous allez le faire de moins en moins longtemps, puisqu'en fait, dès qu'ils cèdent, vous relâchez la pression. C'est comme ça qu'on les dresse, qu'on les débourre. Et donc en fait, c'est ça, c'est qu'on les soumet à une contrainte, ils répondent comme on veut qu'ils répondent, on arrête la contrainte. Et donc, c'est la récompense. Mais en fait, ça n'est que de la récompense de contrainte. Et ça va jusqu'à ce que vous pouvez voir quand on voit des gens qui font... les gens qui ne connaissent pas les chevaux disent danser les chevaux. Enfin, voilà, on peut voir, par exemple, dans des spectacles, des chevaux qui vont trotter sur place, vous savez, qui dansent, quoi. Enfin, qui passent d'un pied à l'autre, etc. Et vous ne voyez pas que le cavalier fasse quoi que ce soit. Et vous vous dites, ah ouais, putain, la complicité, c'est génial. Maintenant, c'est 10 ans de torture. Non. Pardon, je n'ai pas dit torture. C'est 10 ans de conditionnement dans un manège, en fait. Voilà. Pardon, les potes cavaliers. Je vous aime bien quand même, je vous jure. C'est pas... Voilà. Pardon. C'est bien de le dire. Mais c'est vrai, parce que en plus, c'est pas de la faute des gens, hein. C'est le système. Hein. C'est-à-dire que c'est comme quand on mange de la viande. Quand on est cavalier, on nous apprend que c'est normal, on est conditionné là-dedans. Puis il y a quand même cet amour du cheval et de l'équitation. Et je dirais que moi, un des trucs qui me manque le plus en étant végane, c'est l'équitation. C'est vrai. Ouais, Ah oui. Ouais. C'est de
voilà, c'est de faire des trucs avec un cheval. Donc moi, j'attends qu'on fabrique un cheval motorisé, enfin un robot cheval. Là, je remonterai à cheval. Mais c'est pas l'animal qui me manque. L'animal, je le vois tous les jours, moi. Oui. Voilà. Mais ouais, mais ça, c'est je sais pas. Alors après, là, faudrait aller voir des psys. Mais je pense qu'il y a un truc de domination quand même. Il y a un truc de contrôle. Enfin, vous voyez, voilà, il y a un truc de je garde le contrôle. En plus, il y a des sensations de trouille à cheval. En fait, on aime bien se faire peur quand on fait vraiment de la compète. C'est pour ressentir, un peu comme des gens qui font de la moto ou de la voiture. C'est quand même dangereux. Oui. Donc en fait, il y a de l'adrénaline, c'est grisant, ça va vite. Vous faites un avec cette chose qu'est le cheval, mais comme un avec une moto, vous voyez. C'est les mêmes. Je pense que c'est les mêmes rapports que quelqu'un qui fait de la moto ou du kart ou de la voiture, en fait. Oui, sauf que là, en plus de ça, il y a un être vivant qui répond ou pas, selon si on a bien travaillé, entre guillemets, avec, qui répond ou pas. C'est ça. Et ça vous donne l'illusion d'avoir une complicité. Parce que vous ne pouvez pas vous dire j'ai une complicité avec ma moto. Enfin, je veux dire, personne n'y croit. Ça ne marche pas. Par contre, on peut nourrir cette illusion de complicité avec son cheval. Et qui a certainement souvent très envie de se dégourdir les jambes et qui va vouloir sortir du box quand on va le chercher. Oui. Donc on a l'impression qu'on lui fait plaisir. Ah oui. Sauf qu'en fait, je veux dire, vous ouvrez la porte du box, il va se balader tout seul, il n'a pas besoin de vous. Hein. Enfin, je veux dire, oui, mais carrément. Et vous avez dit tout à l'heure que c'était de la maltraitance d'avoir un club de cheval en région parisienne parce que c'est forcément fermé, mais dans les autres endroits, ils sont enfermés aussi, j'imagine. Oui, mais en province, comme les terrains sont moins chers, souvent les centres équestres en province, ils ont quand même des prés. Et donc, en fait, quand les chevaux ne sont pas montés le mercredi, le samedi et le dimanche, ils sont au pré. Et puis, il y a quand même, et là je fais un clin d'œil à Olivier, mon voisin, si jamais il m'écoute, il y a quand même des gens dans les centres équestres qui font les choses de façon le mieux possible si on reste dans ce système d'équitation où, par exemple, maintenant, on peut apprendre aux enfants pendant 2 ans à monter à poney sans mort. Donc, le temps qu'ils arrivent à régler leur problème de « je gigote mes mains partout parce que j'arrive pas à gérer mon corps sur le poney », et du coup, il n'y a pas de coup dans la bouche du poney avec le mort. Ouais. Donc, ça se fait. Il y a des gens qui gardent leur... parce que du coup, dans ces écoles d'équitation, en général, les chevaux, au bout d'un moment, sont usés rapidement. Oui. Très rapidement, et les 3/4 partent à la boucherie. Faut pas se... C'est ça, ils vont pas forcément... Il n'y a pas de retraite, ça coûte trop cher, ça serait pas vivable, c'est pas rentable, c'est pas possible, ça coûte trop cher d'entretenir un cheval. Donc c'est pas avec les leçons d'équitation à, je sais pas, 15 €, j'en sais rien, que vous pouvez entretenir, parce que la retraite d'un cheval, c'est 15 ans, quoi, minimum. Donc, parce qu'un cheval est usé au bout de combien de temps ? Les chevaux de club... vite, quand même. Je pense que 10-12 ans, déjà, ils sont usés prématurément par rapport aux chevaux de propriétaires. Oui. Encore un terme sympa. Ouais. Mais il y a des clubs qui gardent leurs poneys, par exemple. Il y a certains centres équestres qui vont garder leurs poneys ou qui vont vraiment rechercher des gens pour les adopter et les mettre au pré après. Voilà. Ils sont usés au bout de 10-12 ans et normalement, ils vivent combien de temps ? L'espérance de vie d'un cheval qui est bien entretenu, c'est 25 ans, 30 ans. La moitié de la vie. Ouais. Disons que même quand c'est des chevaux de propriétaires ou de compétition qui sont quand même beaucoup mieux, moins usés rapidement que les autres. Enfin, ça dépend ce qu'ils font en compète. Mais bref, en général, 15 ans, c'est le grand maximum. Oui, donc effectivement, après, il faut payer leur retraite pendant une bonne dizaine d'années, quoi. C'est ça. Et donc, et ça coûte cher, un cheval, parce qu'ils sont vite malades. Enfin, dès qu'ils vieillissent, ils ont des pathologies, etc. Donc, ça coûte des sous. Et du coup, ça ne peut pas être rentable financièrement. Alors, sauf pour des gens qui vont avoir des terrains depuis, vous voyez, de génération en génération. Ils ont fini de payer leur terrain, par exemple. Donc, ils peuvent les laisser au pré, et puis qu'eux vont manger des petits pois tous les jours et pas aller s'habiller pour payer les... Il y en a, hein, il y a des exceptions partout, et j'en connais. Donc, je vais pas... Voilà, et je salue d'ailleurs Olivier. Voilà, mais le système en lui-même, pour un Olivier, il y a combien d'exploiteurs, quoi. Enfin, voilà. Ok, et donc, il y a des chevaux au refuge. Oui. Et alors, ce sont des chevaux de compète et tout ça, ou ils sont arrivés... Alors, il y a plusieurs possibilités de comment ils sont arrivés les chevaux au refuge. Il y a des cas de maltraitance. Donc, on a récupéré un groupe je crois que c'était une douzaine au départ de chevaux et ânes poney
qui étaient en train de mourir de faim dans une pâture. Il y en avait qui étaient morts dans la pâture de faim déjà. C'est la gendarmerie qui est intervenue, qui nous a demandé si on pouvait. Donc on a récupéré les chevaux, puis on les a gardés. Et puis on a des chevaux de boucherie. Les chevaux de trait, par exemple, sont élevés. Alors on va vous dire pour la beauté de la race. Bon. OK. Ouais. Après, on va vous dire, c'est pour tirer des charrettes, faire de l'attelage. Donc, c'est vrai, hein, les percherons font de l'attelage, mais très peu de temps, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Et puis, quand ces chevaux-là qui pèsent 1 tonne sont plus bons à rien, ils partent à la boucherie, enfin, pour la plupart d'entre eux. Donc, on a, nous, récupéré justement des chevaux de trait, des chevaux lourds, ça s'appelle comme ça, pour justement parler de ça aux gens, faire de la prévention, et puis montrer aux gens que la plupart sont maltraités. Et puis, on a aussi des gens... Enfin, ça a été aussi une façon de rentrer un petit peu de sous dans le refuge. C'était de prendre des chevaux en pension à la retraite. Donc, je dirais que les 3/4 des cavaliers qui ont acheté un cheval un jour, pour des raisons financières, ne gardent pas leurs chevaux quand ils ne peuvent plus monter dessus. Ils les revendent pour en racheter un autre. Voilà. Donc, c'est comme si vous aviez un chien puis que vous le revendiez parce qu'il n'est plus assez blanc ou il n'est plus assez... plus assez vite en forêt, enfin je sais pas, ou plus assez câlin. Et alors c'est juste ça, les justifications sont que ça coûte cher et qu'ils peuvent pas faire autrement. Voilà, on peut aussi arrêter l'équitation puis entretenir son cheval 15 ans de plus, ça c'est aussi une possibilité. Mais donc pour ceux d'entre eux qui veulent un endroit sympa, ils cherchent une pension pour cheval à la retraite entre guillemets, puisque les chevaux sont censés travailler, donc travail retraite, hein, c'est logique. Et donc on proposait ça. Donc on a eu 5 ou 6 chevaux à la retraite pendant des années. Et alors évidemment, ils ont vieilli, ils ont tous passé l'âge de la trentaine d'années et malheureusement maintenant la plupart sont décédés. Mais voilà, et on a aussi Galipette et Lausanne qui sont arrivées là parce qu'elles allaient mourir en fait, les deux. L'une avait été laissée dans un pré avec une patte cassée. Mais infectée, avec du pus qui sortait de la patte. Elle était sur 3 pattes, elle pouvait vraiment pas poser l'antérieur au sol. Ça, pour un cheval, c'est très compliqué, je crois, non ? En fait, oui, ça s'est jamais fait. En fait, une opération sur un os aussi infecté ne s'était jamais fait en France. Et si ça avait été que moi, j'aurais pas été au bout des choses et je l'aurais fait euthanasier à cause des souffrances que ça pouvait provoquer. Et en fait, c'est d'autres personnes qui faisaient partie de l'équipe qui ont trouvé des orthopédistes chevaux, l'école vétérinaire de Nantes à l'époque, qui ont voulu tenter l'opération et ils nous ont fait un prix, ce qu'on n'aurait pas pu. Hein. Je pense qu'on avait pour entre 20 et 30 000 euros, quoi. Donc, ils nous ont proposé 6 000 euros pour apprendre à faire cette opération dans le but de la revendre derrière pour des chevaux qui ont de la valeur. Quand je prends tous ces mots de vocabulaire, faut les prendre avec des guillemets. Hein, des gros guillemets. C'est ça. Voilà, et en fait, ils ont fait cette opération, ça s'est bien passé. Elle est restée 6 mois enfermée dans un box parce qu'il fallait pas que le pied bouge du tout, enfin bon bref, elle a eu des complications qu'on attendait, parce que forcément il y avait des complications, mais elle a réussi à survivre à toutes ces complications et maintenant elle profite de ses jours au refuge de façon heureuse. Elle a une boiterie mécanique parce qu'ils ont soudé plusieurs articulations entre elles, mais elle a plus de douleur, enfin elle n'avait plus de douleur. Là en vieillissant elle commence à avoir de nouveau des douleurs. Donc, forcément. On a évidemment fait ce qu'il faut, mais donc on surveille de près. Elle est sous antidouleur quand il faut, enfin elle est une ferrure orthopédique à vie, enfin voilà. Et là ça fait combien de temps qu'il y a eu cette opération qui a eu lieu ? Mon Dieu, je pense que c'était 2012. D'accord. Ça fait une bonne dizaine d'années, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, donc ça fait quand même... Ouais, elle a quand même eu du rab. Je veux dire que même si, c'est horrible ce que je vais dire, même si ça devait dégénérer rapport à la douleur et qu'on puisse pas soulager la douleur là et qu'il faudrait arrêter, ce qui est pas du tout le cas, elle a quand même eu 10 ans d'une vie chouette, quoi. Donc c'est voilà. Et Galipette, bien que je connaisse pas mal de choses pourries dans l'équitation et dans le monde du cheval, ça, j'avais encore jamais entendu parler. En fait, Galipette est arrivée au refuge parce que... Alors, attention, c'est toujours compliqué à expliquer. C'est un particulier qui faisait commerce de ça. Donc, il y avait des juments qui faisaient saillir pour que les juments aient des bébés sans valeur, puisque c'était pas des... Voilà. Pour pouvoir vendre ou louer ces juments qui venaient de mettre bas, donc il y avait du lait, à des écuries de course, qui eux-mêmes avaient eu des poulains, dont la mère était morte ou n'avait pas assez de lait, enfin, il y avait un problème avec la mère, pour pouvoir donner du lait et éduquer le poulain qui, lui, avait de la valeur. Et donc, en fait, le gars qui, au départ, mettait ses juments à la saillie pour avoir ses poulains, laissait mourir les poulains
naturel de la jument en question. Et Il donc, les laissait mourir. ouais, on a été contactés parce qu'en fait, c'est la pension cheval où était cette jument et son poulain qui nous a appelés en disant Monsieur Machin est venu rechercher sa jument qu'il a vendue dans une écurie de course. Il nous a laissé le poulain pourrir dans le box et il veut pas payer l'euthanasie. Donc nous, on veut pas regarder ce poulain mourir de soif. Voilà, donc on a récupéré Galipette à l'âge de 3 jours. Donc on a biberonné toute la journée, toute la nuit, pendant des mois. Et voilà, et maintenant Galipette a... alors, je vais dire bêtises, mais peut-être 6 ou 7 ans. Voilà, je vais dire des bêtises. Je n'ai pas mon cerveau branché. Elle en tous les est cas, adulte, voilà. quoi. Elle fait partie du troupeau des chevaux, elle est ravie, elle s'éclate et elle a été élevée avec les autres, en fait. C'est les autres qui l'ont élevée. C'est les autres chevaux qui l'ont éduquée. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Oui, ils sont des chevaux de toute Bah façon oui, pour qu'ils grégaires. s'expliquent les règles. Voilà. Donc elle est un petit peu mal élevée, comme tout animal qui n'a pas été élevé par sa mère. Même des mères de substitution, c'est jamais aussi bien que la mère. Donc elle a des problèmes d'espace, en fait, pour quand on rentre dans le pré, elle va s'arrêter à 2 cm de votre nez, quoi. Enfin, elle peut me marcher sur le pied parce qu'elle n'a pas vu. Enfin, voilà, elle est brusque parce qu'elle n'a pas ces barrières que la mère lui aurait appris. Mais on le sait, on fait attention, on lui explique. Donc on est toujours un peu sa mère de substitution, même 8 ans après. Mais voilà, mais elle va très bien. Alors, un autre sujet, au refuge, vous prenez des animaux qui ont souffert, qui ont eu parfois, qui ont été maltraités, etc. Mais il y a aussi ceux qui sont arrivés tout jeunes, donc qui allaient bien au début, et qui ont développé des pathologies liées à l'élevage. Oui, c'est exactement ça. En fait, ça, c'est en particulier les poulets de chair. Donc les poulets de chair, c'est des poulets blancs qui sont utilisés dans l'élevage indus pour faire des nuggets. C'est de la viande de poulet en fait, voilà. Et ils sont sélectionnés génétiquement pour grandir très très rapidement. Donc à 35 jours, ils ont même un stade où ils sont entre, c'est horrible à voir, ils sont entre le poulet et le poussin. Donc, ils ont un corps de poulet avec une tête de poussin. Tellement ils grandissent vite. Et surtout, ils grandissent trop vite. Donc, ils ont trop de poids sur leurs pattes pas formées. Donc, ça détruit les articulations. Beaucoup meurent en élevage parce que, justement, ils restent écrasés au sol. En fait, ils n'arrivent pas à se tenir. Donc, en fait, en élevage industriel, il faut savoir que les auges où il y a le grain et l'eau sont quasiment à terre au début, quand ils sont tout bébés, et puis c'est automatisé. Et en fait, tout est automatisé. Et donc, en fait, ces abreuvoirs automatiques et ces auges de grains automatiques se lèvent du sol en fonction de la croissance des poulets. Donc, si vous avez un poulet qui est coincé, qui ne peut pas se lever, il y a un moment donné, il ne peut plus se nourrir parce qu'il n'a plus accès à cause de la hauteur, ni à l'eau, ni à... Voilà. La nourriture, d'accord. Voilà. Donc, comme ils ont trop de muscles, trop de poids, ils ont aussi trop de graisse. Donc, ça fait aussi des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires. Et puis, des vrais problèmes articulaires avec de l'arthrose, de l'arthrite. Enfin, l'arthrose en vieillissant, mais tout de suite, c'est des crises d'arthrite. Donc, c'est une inflammation des... Enfin, faut faire des articulations. Des articulations. C'est très douloureux. C'est comme chez les gens qui ont de l'arthrite, savent de quoi je parle. Et puis aussi, il y a une autre pathologie sur ces poulets-là, c'est qu'en fait, comme il y a trop de poids sur leurs pattes, il y a trop de pression sous le pied, sous le coussinet des pieds, et donc ça fait comme des escarres. En fait, ça s'appelle une pododermatite, mais ça fait comme un escarre. Donc au début, c'est comme un petit ulcère, je dirais. Et puis l'ulcère se creuse, ce truc se creuse et ça fait de l'infection et ça va même aller finir par toucher l'os, quoi. C'est des plaies, en fait, ouvertes. Ouais, alors c'est pas des plaies ouvertes, c'est comme une plaie ronde. Ah oui. Et qui a une grosse croûte comme un caillou dedans. Et c'est comme s'ils avaient un caillou qui était tout le temps en train d'appuyer. Voilà. Mais c'est de la chair qui fait ce caillou. Je sais pas comment. Je sais pas trop le décrire, mais pas facile sans image. Et du coup, ça les handicape, évidemment. Puis si ça ne se soigne pas, ça fait des infections. Et puis ça fait des grosses infections. Et puis ça peut faire une infection généralisée. Donc il faut le traiter. Et il n'y a pas 3 millions de possibilités parce que les antibiotiques par voie orale ne descendent pas jusqu'en bas des pieds, très, très difficilement. Donc en fait, l'infection, elle ne peut pas tellement être jugulée par voie orale ou voie générale. Puis dans la vie de tous les jours, c'est pas en élevage qu'ils vont aller se préoccuper de savoir comment on soigne les pieds. Parce qu'en fait, ils ont quasiment jamais le problème parce qu'ils sont morts avant. Donc voilà.
Donc, il a fallu trouver des solutions. Alors, il y a des vétos qui sont quand même spécialisés oiseaux qui ont l'habitude de ces pathologies-là sur des rapaces. Donc, en fait, ils transposent ce qu'ils savent soigner ou pas. Puis nous, on a la chance d'être en contact avec un refuge aux États-Unis qui s'appelle Woodstock Farm Sanctuary, qui sont vraiment expérimentés, qui ont beaucoup d'animaux, qui ont une équipe de soigneurs et de vétos dédiés. Enfin, et donc, ils ont expérimenté pas mal de protocoles avec, évidemment, vétérinaires. Et on est reparti de là-bas avec une méthode. Et ça nous a permis de soigner. Alors, soigner, c'est peut-être pas le terme. De bon gré mal gré, arriver à soigner assez le truc pour que ça n'handicape pas le poulet, mais que évidemment, si on arrête les soins, ça revient tout de suite. Donc, voilà, c'est ça. Ça les a soulagés. Ouais, ça leur permet d'avoir une meilleure existence, une plus longue. En plus, nous, on donne beaucoup de calmants pour la douleur. Donc, s'ils avaient mal, ça, c'est pas un problème, on peut calmer la douleur. Mais voilà. Et en fait, il faut savoir que ça, c'est un exemple pour les poulets. Mais c'est pareil pour tous les animaux d'élevage. Comme ils sont sélectionnés... pas pour leur santé, mais même les chiens d'ailleurs. Les chiens, c'est pareil. Les chiens, on veut un chien à face plate. Donc en fait, on les dénature, ils peuvent plus respirer. On est obligé de faire des opérations de voile du palais sur les chiens parce qu'ils ont un look sympa, que c'est la mode d'avoir ce type de chien. Donc on fait ça sur des chiens qu'on est censé aimer. Donc, je vous raconte pas si on transpose sur des animaux de ferme dont on n'a rien à faire puisqu'ils sont là pour ça, pour nous nourrir. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, il faut trouver des astuces sur des pathologies liées à la gérontologie des animaux, puisqu'il n'y a pas de vieilles vaches dans les élevages. Il n'y a pas de vieilles chèvres non plus. Donc les vétos vont être compétents pour soigner, par exemple, une maladie qui peut s'attraper dans un élevage, un problème de mamite, puisque comme pour l'industrie du lait, il y a souvent beaucoup de problèmes d'infection des mamelles des vaches. Mais par contre, aller diagnostiquer une maladie particulière d'un cochon, ils sont tués à 6 mois, les cochons, dans l'industrie. Enfin, ils n'ont même pas le temps de voir passer les maladies. Et il n'y a même pas de recherche. Enfin, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de source d'information, il n'y a pas... Voilà, donc je conseille un bouquin à tous les gens qui ont des cochons chez eux et qui ne savent pas les soigner, dont les vétos galèrent. C'est un bouquin qui a été écrit par Christy Mosacchio aux États-Unis, c'est une véto, et qui a recensé depuis 20 ans les pathologies sur les cochons nains. Donc déjà, ça, c'est une vraie Bible. Voilà. Donc, et il s'appelle comment, ce bouquin ? Ça doit être Pot-Bellied Pig par Christy Mosacchio. Je voudrais pas dire de bêtises, faudrait quand même vérifier la source. Si vous mettez Pig Christy Mosacchio sur Google ou un moteur de recherche, vous allez tomber sur son livre. Et note. Puis on trouve des vétos passionnés aussi sur certaines espèces. Alors à force de chercher, on les trouve pas tout de suite au départ. Et puis ça aussi, c'est un autre truc aussi, c'est de trouver des vétos qui non seulement, alors bon, après ils n'ont pas les connaissances, on peut pas leur en vouloir, c'est pas dans leurs études, c'est pas dans la littérature, c'est nulle part. Donc voilà. Par contre, ce qui peut être difficile aussi à trouver, c'est des vétos qui vont voir, pas adopter votre vision des choses, parce que ça serait trop, enfin, ce serait super si tous les vétos adoptaient ça. Non, mais au moins la comprendre et la respecter. On en trouve, on en a trouvé avec le temps, etc. Mais c'est pas la majorité des vétérinaires, ce qui peut sembler fou quand parce que dans toute tête d'enfant, on devient vétérinaire parce qu'on aime les animaux. Sauf qu'en fait, la réalité du terrain des vétos en campagne, c'est soigner des animaux d'élevage. Et puis ils doivent se blinder parce qu'en fait les éleveurs n'ont pas de sous, puisque c'est un système, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est un système qui est subventionné à 3000%, et les éleveurs, pour la grande majorité d'entre eux, n'ont pas un SMIC, ils travaillent 80 heures par semaine, enfin voilà. Donc non, ils n'ont pas les sous pour soigner ou soulager une douleur. Donc en fait, il est plus facile de la nier parce qu'on est moins mal. Et donc en fait, et c'est pareil pour le véto qui va... inconsciemment aussi fermer les yeux en se disant que finalement ces animaux-là ne doivent pas trop ressentir de douleur parce que c'est plus facile, parce qu'ils ne peuvent pas non plus pallier au manque de sous des gens qui ne peuvent pas soigner leurs animaux. Enfin, c'est un espèce de cercle vicieux. Et donc, ce n'est pas facile de trouver des vétos qui partagent cette espèce de vision de l'animal. Alors bon, on a de la chance, nous, maintenant, avec le temps, on a trouvé. Mais c'est des fois, on est un peu... je sais pas comment dire, circonspect, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ok, vous voulez pas venir parce que c'est un cochon. Bon, d'accord, alors, ok, très bien, merci. Et vous êtes vétérinaire qui soignait
Les animaux ruraux. Ok, très bien. Bon, voilà. J'en veux pas aux personnes, hein, encore une fois. Hein. C'est juste que c'est très bizarre. Enfin, voilà. Mais c'est que eux-mêmes doivent être surpris de la demande. Ah bah, ils nous prennent pour des dingues. Enfin, qu'on soit clair. Hein. Je veux dire, je pense que... Alors, il y a ça aussi, c'est que la première réaction, c'est qu'ils nous prennent pour des fous. Puis après, ils viennent au refuge. Puis ils voient comment on s'occupe des animaux. Et en fait, dans notre logique, ils vont pas adopter, parce qu'ils sont pas là-dedans. Ils vont voir quand même qu'il y a une cohérence et qu'on fait les choses bien. Et en fait, le côté de bien faire les choses... encourage le... Ouais, en fait, balance le côté... c'est des hurluberlus, des bobos parisiens qui font n'importe quoi. Donc, et c'est pas mal aussi. Les refuges, ils ont aussi un espèce de mini-rôle à jouer là, parce que la connaissance des animaux de ferme, en fait, elle est détenue par les vétos ruraux et par les éleveurs. Point à la ligne. Et donc, en fait, avoir des gens qui voient autrement ces animaux et qui les voient pour ce qu'ils sont, qui aient aussi des connaissances très concrètes et qui sont aussi capables qu'un éleveur de s'occuper de vaches. C'est ce qui se passe au refuge. On s'occupe de vaches, on s'occupe de cochons, voire même, on a des connaissances qui sont même... des fois plus poussées, puisqu'on a une espérance de vie bien plus large que ce que les éleveurs ont, eux, d'habitude. Et ben, ça déplace cette espèce de possession de la connaissance sur ces animaux-là. Et ça donne à réfléchir aussi aux professionnels de la santé animale qui n'auraient pas tout l'éventail de ce que nous, on peut avoir. Par exemple, on a une super ostéo animalière qui vient faire les animaux au refuge une fois par mois, à peu près, ou toutes les 5 semaines. Et ben, elle n'avait jamais travaillé sur des cochons, forcément. Ah, voilà. oui. Et donc, c'est assez drôle de voir que même des gens dont c'est la profession, et ben, parce que les conditions économiques et la façon dont on voit les animaux font qu'ils ne sont jamais amenés à considérer ces animaux comme des patients, mais juste comme de la viande vont devenir, en fait. Et ça paraît fou quand on fait un métier de soins des animaux. C'est contradictoire. C'est pas très cohérent. Mais je pense aussi que l'histoire de la cohérence, c'est un bon moyen d'entrer Il y a des gens qui sont mis à défendre les droits des animaux et à militer pour les animaux, pour des problèmes de cohérence et de justice aussi. Vous voyez, qui ne vont pas spécialement être amoureux des animaux, mais cette espèce d'aberration pas cohérente de traitement, fait que ils disent non, si on est logique, quoi. On va au bout. Voilà. Oui, c'est pas des gens qui trouvent que les animaux sont choupis, mais ils trouvent que en fait, c'est ça. Ils ont le droit de vivre leur vie tranquillement et bon, on va se battre pour ça, quoi. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent et voudraient devenir véganes, se posent des questions, ont un proche qui est végane depuis pas longtemps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient comme ça, un mot, une phrase, un conseil, une expérience, enfin quelque chose à dire à ces personnes-là? Si j'avais juste une chose à dire à ces gens-là, alors qu'ils accompagnent un vegan ou qui eux-mêmes se posent des questions pour devenir vegan ou diminuer leur consommation de viande, c'est d'aller se renseigner vraiment, de lire ce qui a été fait sur le sujet, de rester ouvert, de ne pas se fermer. On peut tout changer, il n'est pas trop tard non plus. C'est-à-dire que oui, on peut devenir vegan à 40 ans. L'important, c'est pas ce qu'on a fait avant, c'est ce qu'on fait pour les animaux. Une fois qu'on a un peu ouvert les yeux, on n'est pas obligé de tous passer de mangeur de viande à vegan en 2 secondes. Voilà, en fait, c'est d'être un peu tolérant et de se ficher un peu la paix aussi. L'idée, c'est pas d'être pur, de faire parfaitement, c'est de faire à son rythme, et bien et dans le temps, et que ça fasse une différence, et que une fois qu'on passe ce stade, d'essayer peut-être d'aider concrètement. Alors, ça peut passer par du militantisme, par aller aider un refuge, par écrire des choses si on est scientifique. Enfin, voilà, on a tous un petit truc à amener à la cause des animaux. Merci. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez une recette préférée ou, si vous n'avez pas de recette préférée, un endroit où on peut manger vegan et qui est très bon? Alors, comme je ne cuisine pas, je vais dire qu'il faut aller chez Land & Monkeys, qui est une boulangerie, il y en a plusieurs à Paris, qui est une boulangerie 100% végétale et qui fait de la viennoiserie et des gâteaux tradis. Donc, on peut trouver des pains au chocolat, des tartes au citron. On sent le... On voit les yeux qui pétillent. Et c'est extrêmement bon. C'est pas juste que c'est végétal et c'est un substitut, c'est que c'est vraiment exceptionnellement bon, à tel point que c'est pas du tout marketé comme étant une boulangerie végétale, et que les 3/4 des gens, je pense, rentrent dans cette boulangerie parce que c'est la meilleure boulangerie du quartier. Donc, Land & Monkeys à fond. Land & Monkeys, on note.
Merci beaucoup Caroline d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, chers auditorices, c'était ma rencontre avec Caroline Dubois. Au travers de ses expériences vécues, on a parlé de sentience, de spécisme et de domination des humains sur les autres animaux, avec des exemples très concrets. J'espère que cet épisode vous a donné envie de vous intéresser aux refuges antispécistes. D'ailleurs, n'hésitez pas à parrainer ou à vous engager pour les aider. Pour aller plus loin, toutes les références sont en description de cet épisode. Et pour aller encore plus loin, je vous conseille d'écouter Comme un poisson dans l'eau, un excellent podcast qui déconstruit le spécisme, animé par Victor Durand-Lepeuch. On vous met aussi le lien en description. Enfin, produire un podcast demande beaucoup de travail et d'investissement personnel. Alors si vous voulez m'encourager à continuer, parlez-en autour de vous, partagez sans limite et mettez plein de petites étoiles dans votre lecteur préféré. À très vite!